Les espions font souvent basculer l'histoire. Dans l'ombre depuis des siècles et partout sur la planète, certaines opérations ont défini le monde tel que nous le connaissons. Vous écoutez Nid d'espions, le podcast de l'Express consacré au renseignement. Je suis Charlotte Baris et tous les mercredis, avec Étienne Girard, le directeur adjoint de la rédaction, on ouvre un dossier secret défense dans lequel le rôle des espions a tout changé. Plusieurs fois par mois, c'est un ballet bien particulier qui a lieu au cœur de l'Élysée. Emmanuel Macron descend dans les sous-sols du palais présidentiel. Il est généralement accompagné du Premier ministre, du ministre des Armées, de celui des Affaires étrangères et parfois d'autres membres du gouvernement. Est également présent le secrétaire général de Défense et de Sécurité nationale. Tous pénètrent dans une pièce ultra sécurisée, éloignée des regards et des oreilles, le PC Jupiter. Dans cet abri anti-atomique, les questions de défense et de renseignement les plus sensibles sont abordées. Des scènes que l'on n'observait que très peu avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence. Avant 2017, la plupart de ces réunions se tenaient dans le Salon Vert, au premier étage de l'Élysée. Désormais, on laisse même son téléphone à l'entrée dans une boîte. Cette anecdote est révélatrice de la passion du président de la République pour le renseignement et les espions. Depuis le début de son premier mandat, Emmanuel Macron a montré un intérêt particulier pour le sujet, à l'inverse de ses prédécesseurs. Et c'est ce qu'on vous raconte dans cet entretien, réalisé par Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction et spécialiste des questions d'espionnage. Pour comprendre la passion d'Emmanuel Macron pour les espions et analyser presque 10 ans de relations avec le renseignement, je reçois Pierre Gastineau et Antoine Isambard, journalistes pour le site Intelligence Online et co-auteur du livre enquête Les espions du président chez Albin Michel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors comment elle s'illustre cette passion d'Emmanuel Macron pour les espions ? C'est une passion qui est venue quand il a été ministre de l'économie, donc en 2014 jusqu'à 2016 en fait, où il a pris un peu la situation géopolitique en pleine figure, notamment les cyberattaques que pouvait mener la Chine sur notre tissu industriel et notamment aéronautique, le comportement aussi des États-Unis, le lawfare, l'extraterritorialité des lois américaines. Donc il a pris, on va dire, un peu connaissance de ce monde qui peut être aussi compliqué et retors, et donc il a mis en place dès cette période-là en fait des plans, notamment un plan qui s'appelait Cerbère pour cibler Huawei, notamment les tribulations des gens du groupe chinois en France pour pas qu'ils aillent voir le monde de la recherche française de trop près. Et puis quand il est arrivé à l'Élysée, en fait, il a ce qu'on raconte dans le livre, c'est qu'il a multiplié par 6 les effectifs de la coordination nationale au renseignement. Il a enjoint aussi la DGSE à faire davantage de renseignements économiques, de faire plus. Mais voilà, donc en fait, son premier rapport au renseignement, c'est le renseignement économique. Ouais, ça date de Bercy, effectivement. Et je dirais qu'après, il était ministre de l'économie pendant les attentats de 2015, donc il a aussi vu que la lutte antiterroriste était une des priorités. Et d'ailleurs, il avait parlé de task force anti-Daesh durant la campagne 2017. Et voilà, ses conseillers à l'époque lui avaient dit que ce ne sera pas forcément une très bonne idée parce que créer une superstructure, un peu comme les Alarnés de Vincennes, uniquement focalisée sur Daesh, c'est périssable dans le temps et ce n'est pas forcément une très bonne idée. Donc voilà, il y a eu tout un mécano et certaines personnes dont on parle dans le livre l'ont un peu remis sur les rails, on va dire, d'un renseignement plus rationnel. Ouais. On va en parler, on va s'attarder là-dessus. Quand il arrive à l'Élysée, c'est quoi les 2-3 priorités qu'il donne au service de renseignement ? Déjà, la priorité numéro 1, c'est l'antiterrorisme. Évidemment. Et d'éviter en fait, de revivre les guerres de chapelle qu'il y avait pu avoir. Alors un petit peu en 2015, mais surtout par le passé avec la DST, le SDEC ou d'autres services. Donc il a vraiment et il envoie en fait son directeur de cabinet à l'époque à la coordination nationale du renseignement où il y a tous les chefs de service qui sont conviés à leur dire le premier qui fait des cachotteries, il saute. Ça c'est Patrick Schroda qui dit ça. Exactement. Et donc voilà, donc ça montre
montre un peu qu'il y avait cette ambition-là. Et il y a à la fois le renseignement économique, on en a parlé, où il demande notamment à la DGSE en fait de faire beaucoup plus dans l'accompagnement des groupes français, et à la DGSI en fait dans la contre-ingérence économique, pour éviter que nos fleurons partent sous pavillon étranger trop facilement. Donc je dirais que c'est un petit peu ça. Et après les crises, il y a eu le Covid qui en fait a un peu tout chamboulé, avec la prise de conscience que la Chine pouvait être aussi inamicale et qu'on avait une nécessité de redevenir souverain sur certains pans. Il y a eu la crise avec Erdogan en 2020, il y a eu évidemment le février 22, l'invasion de l'Ukraine, il y a eu le Hamas et le 7 octobre. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui après ont fait que le renseignement géopolitique est revenu un peu plus au premier plan. Et alors justement, vous consacrez des pages importantes à l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine, on peut considérer que c'est un échec du renseignement français ? C'est un échec, oui, du renseignement français, clairement. Et au-delà de ça, c'est une faillite générale des communautés stratégiques françaises. Il y avait des gens qui alertaient sur l'Ukraine, mais par exemple, après l'annexion de la Crimée en 2014, à ce moment-là, déjà, cette annexion-là avait surpris tout le renseignement français. Il n'y avait pas de détachement de la DGSE à Kiev. C'était vraiment totalement oblitéré, vu que tout le monde était concentré déjà à l'époque sur la menace djihadiste. Et même après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de sursaut. C'est-à-dire que, alors il y a eu un poste à Kiev, mais il n'y a pas eu de prise de conscience des velléités russes sur tout le front est de l'Europe, et que tout ça participait d'une grande stratégie, et que quand 2022 arrive, après 2014, on est encore surpris avec donc il y a déjà une analyse sur la Russie en elle-même qui a pêché, mais pas tant, j'allais dire, dans les spécialistes d'Europe de l'Est, de la DGSE ou autre. C'est vraiment dans le niveau au-dessus d'analyse entre les services de renseignement, la diplomatie, l'armée et le monde politique, que le ludo ou le Lego ne se fait pas entre ce qui remonte quand même du terrain et ce que les partenaires, notamment de la France en Europe de l'Est et singulièrement l'Ukraine, disent, et la manière dont la communauté stratégique parisienne voit la Russie à ce moment-là. On est avec Emmanuel Macron dans quelqu'un qui dès son élection invite Vladimir Poutine à Versailles puis à Brégançon, et on s'est tellement convaincu qu'il fallait une architecture commune de sécurité avec la Russie que toutes les informations qui allaient contre ce sens-là avaient du mal à remonter au sommet, voire on a un peu désarmé dans l'idée de se dire il faut absolument tendre la main. Et au moment de 2022, pour revenir à 2022, il se greffe là-dessus un vieux phénomène classique français, qui est que tout ce qui vient des États-Unis étant foncièrement mauvais, même le renseignement américain et des piles de renseignements ne peut être qu'une manipulation américaine, voire les Américains se faisant eux-mêmes avoir par une manipulation, un bluff russe. D'ailleurs, c'est une phrase qui figure dans votre livre. Quand la Russie envahit l'Ukraine, certains responsables du renseignement apparaissent quasiment plus défaits, pas en raison de l'invasion de l'Ukraine, mais en raison de la victoire du renseignement américain, c'est ça ? Oui, c'est l'une de mes citations préférées, qui est justement pas forcément un chef à plume, mais au contraire quelqu'un de terrain qui disait, mais on se demande à ce moment-là si le pire pour nos chefs, c'est pas que oui, les Américains ont eu raison, c'est encore pire que le fait que Poutine ait envahi l'Ukraine. C'était presque une défaite d'ego pour les Français de se dire que et le fait qu'ils aient une meilleure information et le fait qu'ils aient une meilleure analyse à ce moment-là. Donc oui, ça c'est clair que ça a été diversement apprécié, qui est un phénomène qu'on retrouvait aussi beaucoup à ce moment-là dans les armées, et donc et même dans les think tankers ou autres. C'est cette idée très ancrée
en fait, c'est du campisme. C'est du Bien campisme sûr. au niveau renseignement. Oui, d'accord. Il faut dire différemment des États-Unis. Donc tout ce qui vient des États-Unis est forcément vérolé, c'est ça? C'est pas forcément vérolé, c'est que c'est... Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il y a eu deux lectures, il y a eu deux lectures anti-américaines de la chose. C'est soit les Américains nous font une grande manipulation en 2003 à Irak. Ouais. Ça, ce qu'on entendait beaucoup, notamment dans l'enseignement militaire. Et le deuxième truc, mais qui est venu aussi très fort, c'est les Américains, en fait, malgré tous leurs moyens, sont des grands naïfs. Donc, ils se font vraiment avoir par un bluff Ils sont russe. intoxiqués. Ils se font intoxiquer par les manœuvres russes aux frontières, par leurs sources russes. Donc c'est encore plus pernicieux que ça, le complexe, le vieux complexe français par rapport aux États-Unis. C'est même pas tant que les Américains mentent ou nous manipulent, c'est que eux-mêmes en fait sont, malgré toute leur puissance, restent des grands naïfs et eux-mêmes se font avoir. Nous, en tant que vieux pays d'un vieux continent, comme dirait nous-mêmes, on a la lucidité de voir ce que les Américains n'arrivent pas à voir. Autre élément important du renseignement façon Macron, tel que vous l'écrivez, le recours à des hommes à lui, des coupes-circuits, le plus spectaculaire étant Paul Soler. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le parcours et le rôle de cet homme de l'ombre dont j'ai retrouvé une seule photo et quand même élément troublant, je trouve qu'il ressemble, même physiquement, à Emmanuel Macron. Oui, c'est un truc qui revient beaucoup chez les gens qui ont côtoyé les deux. Il y a plusieurs photos, en fait. Si vous regardez, c'est marrant, c'est une question qu'on a beaucoup depuis la sortie du livre. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il faut mettre dans Google Trad son nom en arabe. D'accord. Et vous verrez quand dans le monde arabe, en fait, c'est une star. D'accord. Donc c'est assez drôle, c'est-à-dire que dans les réseaux sociaux et sur les sites d'information libyens, égyptiens et émiratis, il est reçu en grande pompe. Il y a des photos. Donc c'est assez marrant comment il est inconnu, j'allais dire de l'alphabet latin, et connu de l'alphabet arabe. Il est présenté comment dans ces cas-là? Justement, ça c'est vachement intéressant. C'est qu'il est à la fois présenté comme envoyé spécial sur la Libye, ou des titres. Ça c'est son titre officiel. Voilà, mais très, j'allais dire, simple. Et de temps en temps, il est décrit comme l'envoyé personnel du président, ou on peut retrouver dans la presse conseiller à la sécurité nationale. Donc ça veut dire que même les agences de presse ou autres de ces pays-là ont du mal à situer le personnage. Donc lui, à la base, c'est effectivement un officier des forces spéciales qui a été justement déployé en Libye. On le raconte dans le livre, qui a fait en 2014 l'une des sans doute premières opérations, commandement des opérations spéciales avec appui des GSE pour savoir ce qui se passait en Crimée, pour comprendre ce qui se passait à l'est de l'Ukraine, et qui rencontre le Emmanuel Macron, qui n'est pas encore président, pendant sa première campagne, qui sans doute a une appétence et une croyance dans le terrain qui plaît au candidat, qui lui amène aussi le monde de l'ombre un peu sur un plateau. Ce qui se noue entre les deux hommes restera sans doute entre les deux hommes, mais le fait est que lui gagne ses galons après l'élection parce qu'il organise le truc à ce moment-là, que les diplomaties occidentales pensaient impossible, qui est de réunir toutes les parties prenantes de la guerre civile libyenne à Saint-Cloud pour leur faire se serrer la main et essayer de trouver une voie de sortie de la guerre civile. Et à partir de là, c'est deux hommes dont les appétences se répondent, puisqu'en fait, il a fait un coup. Bien sûr. On sait que le président adore faire des coups. Donc, Paul Soler lui permet de faire un gros coup diplomatico-sécuritaire à ce moment-là. Et donc là, il s'ancre dans le paysage élyséen, très discrètement, et il n'apparaît effectivement jamais dans la presse à ce moment-là. Et ensuite, il y a c'est une collaboration qui continue. Je vais essayer de le faire tout d'un coup, parce que ça part de la Libye, ça continue sur la Syrie, ça continue sur l'Ukraine, et ça va jusqu'à Moscou. Oui. Donc lui-même est rappelé et monte, entre guillemets, dans le niveau des crises que doit traiter l'Élysée, jusque justement au pinacle, au paroxysme de la guerre en Ukraine. Bien sûr. Où à ce moment-là, tous les canaux sont coupés, et sauf Moscou qui dit OK pour faire venir Paul Soler pour discuter. Et là commence ce qu'on révèle dans le livre et qu'on traite dans Intelligence Online. Là commence effectivement 3 ans de négociations secrètes
avec les Russes, avec les Ukrainiens. Alors à chaque fois, avec des villes hautes que peuvent être des villes et des services de renseignement hautes que peuvent être les Turcs, que peuvent être les Émiratis, les Kazakhstanais. Et à chaque fois, voilà, au départ, qui sont des discussions très de négociation d'otages, des points assez logistiques, assez mais réduits. À la fois très très stratégiques. Par exemple, les exportations de matières agricoles depuis l'Ukraine ou la Russie, voir tous les points GPS où les navires pourront passer pour être sûr de pas se faire canarder. Et donc ça, c'est par ces moyens-là, en gros, la stratégie était, il faut toujours discuter, même si on discute pas de rien, mais il faut toujours se voir et garder des canaux en permanence pour le jour où, ce que tout le monde, dans les communautés stratégiques mondiales savent, cette guerre se finira par un compromis, par une discussion. Il faudra ce jour-là avoir un siège à la table. Et quand même, moi je suis directeur de la DGSE, j'entends que c'est Paul Soler, qui est conseiller Libye, qui va discuter avec les services secrets russes. Je me sens un peu humilié. Ça veut dire que Paul Soler, son canal s'ajoute à ceux de la DGSE. Comment ça marche ? La DGSE, c'est un canal technique et opérationnel. Paul Soler, sa marque, ce qui lui permet d'opérer, c'est d'être l'homme du président. C'est pas vraiment la même logique aussi. C'est quand Paul Soler ne porte pas une politique à lui seul. Lui, il répète ce que lui demande de dire le président et en fonction de ce que son homologue lui dit, il le répète au président français. Donc il a plus un rôle de boîte aux lettres morte, presque, que d'impulseur d'une grande stratégie. Ça reste dans les mains d'Emmanuel Macron, qui, justement, vous pouvez activer la DGSE à des moments, et à d'autres moments, Paul Soler. En revanche, là où je vois où vous voulez en venir, Paul Soler, effectivement, acquiert d'autant plus de marge de manœuvre, on va dire, et d'autant plus tasqué par le président, à mesure que le président, lui, a l'impression que les autres services ne répondent pas. D'accord. Il joue quand même un rôle d'alternative. Oui, de compensateur. Quand le président a l'impression que la DGSE n'est pas au rendez-vous, il peut envoyer Paul Soler parce qu'il a l'impression que c'est plus rapide, plus efficace. Ou ça peut être pareil pour les diplomates. C'est-à-dire s'il a l'impression que le quai sur un canal, j'en sais rien moi, France et un pays du Golfe, le quai amène sa propre politique ou veut pas lui obéir exactement, ou ça va pas assez vite. Parce que c'est quand même un truc qui revient beaucoup dans la bouche des interlocuteurs du président. Ça va pas assez vite, c'est inefficace, c'est lent, c'est, dans ses propres mots, trop diplomatique. Donc là, il peut avoir la tentation d'envoyer son âme, son factotum, son missus dominicius. Donc c'est pas forcément concurrent, ça peut être complémentaire si c'est intelligemment fait. Mais en tout cas, il est forcément plus tasqué quand le président a, lui, l'impression que ses leviers de pouvoir régalien, à l'international, j'entends, répondent moins bien que ce qu'il en espère. Puis c'est ce que vous voyez aujourd'hui aux États-Unis avec un Steve Witkoff qui est l'envoyé de Trump sur la Russie, et Ratcliffe qui va être employé sur d'autres. Là, on l'a vu, il a été très actif sur le Venezuela. Peut-être sous Biden avec Bill Burns, qui était patron de la CIA, ancien ambassadeur à Moscou. Lui était plus employé comme patron de la CIA que les Ratcliffe, peut-être sur la Russie. Mais Émier a joué son rôle. Mais encore une fois, c'était des choses différentes. Mais Émier, on le raconte dans le livre, quand il y va en décembre 21, il revient, il fait une note assez habile, nous dirons habile dans le sens où on peut entendre ce qu'on veut, c'est-à-dire, oui, la Russie peut y aller, mais elle peut aussi ne pas y aller. Alors, il y a une autre zone sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde, c'est l'Afrique quand même, qui a connu de grands bouleversements sous Emmanuel Macron. De la même façon, est-ce qu'on peut considérer que le dossier africain est un échec du renseignement sous Macron ? Je pense que c'est plus large que sous Macron, ça commence avant, mais quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, l'Afrique est vue par l'Élysée comme d'abord un problème antiterroriste, en fait. C'est le Sahel, c'est la stabilisation du Sahel et éviter une espèce de nouveau Daesh à nos portes qui voudrait menacer la France. Donc, ce qui fait qu'aussi tous les capteurs, tout le service de renseignement est totalement focalisé à ce moment-là, au moins dans le Sahel, sur la menace antiterroriste. Avec ce qui était intéressant, c'est que même vous voyez que des chefs de poste de la DGSE dans des capitales africaines n'étaient plus des africanistes, mais des gens du CT, du contre-terrorisme. D'accord, ce qui veut tout dire.
Ça dit beaucoup de choses quand même. Ça a été le cas au Kenya, ça a été, donc au-delà même du Sahel et tout. Donc ça veut dire que leur priorité, c'est les djihadistes et c'est pas le renseignement politique sur les généraux au pouvoir ou même les sociétés les civiles ou autres. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes entièrement focalisé sur ce qui est un choix, c'est-à-dire qu'on peut pas après coup de façon anachronique juger le truc. C'est-à-dire que à ce moment-là, oui, la priorité de politique intérieure est l'antiterrorisme. Donc ça se répercute sur la politique extérieure et la politique africaine comme un problème de contre-terrorisme du coup. Donc et ce qui fait qu'effectivement quand vous êtes dans un monde où la DGSE a des moyens très contraints, donc vous pouvez pas mettre sur écoute tout le temps qui vous voulez et autres. Donc vous avez des choix à faire à partir du moment où en 2017, 2018, 2019, la menace djihadiste est estimée comme la première menace de sécurité nationale. Vous la traitez au Sahel, donc vous mettez le paquet sur cette menace-là. Maintenant, une fois que vous avez un coup d'État, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, si vous comptez dans les pays où il y en a eu plusieurs à la suite et autres, vous pouvez vous dire qu'effectivement, il y a un moment où le problème est sans doute plus large à quel moment vous changez pas de pied en fait. Et là, il n'y a pas eu de changement de pied à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est resté, il y a eu une inertie entre l'intérieur des services d'abord, puis entre les services et le pouvoir exécutif, de changer de braquet, en fait, de se retourner. Il y a un mot, une idée qu'on entend souvent côté français, côté de la diplomatie notamment, c'est le sens de l'histoire, que la France se retire quelque peu d'Afrique. Est-ce que ça, c'est une vraie idée qui a été portée par Emmanuel Macron, ou est-ce qu'on habille élégamment ce qui est une éviction et une demande des Africains? Il y a clairement un peu des deux. Après, se retirer et puis essayer de voir aussi ce qui se passe, dénouer les coups d'État. Ils n'ont pas vu Wagner non plus. Donc, mais c'est vrai que Macron, ce qui s'est passé sur l'Afrique, c'est un peu tout ce qui s'est passé sur le Moyen-Orient également. C'est qu'il y a eu une grille de lecture qui était erronée quand il arrive en 2017, qui dit voilà, la jeunesse doit prendre le pouvoir. Il ne voit pas tous les mouvements décoloniaux, finalement les reproches qui montent contre la France. Et en fait, ça a percuté. En fait, c'est compliqué de dire au service soyez très bons, voyez tout, et en même temps, lui qui portait un discours un peu irénique. Donc ça, c'était assez compliqué. Et en fait, on l'a retrouvé dans beaucoup d'autres. On parlait de l'Algérie aussi et du Maroc. Sur la Chine, il y a eu à chaque fois un temps du discours politique qui a percuté l'action des services. Mais sur l'Afrique, il y a une scène qu'on raconte notamment en Conseil de défense et qui s'est reproduite en fait de manière très régulière, qui était que en fait Bernard Rémy était un peu sermonné par le président pour pas avoir vu le coup d'État, et puis après il y en avait un autre, et puis c'était la même chose, et en fait le DGSE disait oui mais on l'a pas vu mais on est quand même bon, et puis en fait ça vous pouvez l'entendre une fois mais vous pouvez pas l'entendre 5, 6, 7 fois, et c'est ce qui a fini aussi par coûter son poste à Rémy. Alors ça c'est différent en fait il y a vraiment eu un échec on va dire de la stratégie DGSE, et en même temps un discours du président qui n'était pas du tout raccord avec ce qui se jouait sur le terrain. D'accord. Et pour revenir sur le sens de l'histoire, bien sûr que le poids économique, politique de la France est mécaniquement en train de se réduire en Afrique, et c'est une question de priorité. C'est-à-dire, est-ce que au moment ça devient plus coûteux de maintenir de façon potentiellement anachronique des bases, des présences ou des fonds de l'AFD, en veux-tu en voilà, dans des zones qui en fait vous rapportent plus. Donc ce qui est intéressant, mais ça va bien au-delà du renseignement. Ce qui est intéressant, c'est que la France au contraire a fait des percées au Nigeria, a fait des percées au Mozambique, même si c'est très compliqué en ce moment, mais au Kenya, en Éthiopie, vous avez même des contrats de défense qui via des multinationales, mais même par l'État français. C'est-à-dire que vous avez des meilleures relations avec les pays d'Afrique anglophone ou lusophone aujourd'hui que ça a été le cas dans toute l'histoire même de post-colonisation. Donc vous avez un truc beaucoup plus large. Et puis vous pouvez pas demander aux renseignements aussi tu parlais des mouvements décoloniaux, enfin, vous pouvez pas, c'est un peu comme l'antiterrorisme en France en intérieur. Vous pouvez pas demander au renseignement de régler tous les problèmes éducatifs, sociaux qui sont le terreau du truc. Donc, évidemment. En Afrique, c'est un peu pareil au Sahel ou autre. C'est pas le renseignement qui va creuser des puits et développer des régions entières. Donc, bien sûr. Vous avez une logique où le renseignement n'est qu'un outil de collecte d'informations à la base, n'est pas justement la vraie question que ça pose, c'est la place qu'avait pris le renseignement français dans même la relation avec l'Afrique. C'est-à-dire qu'en réalité, ça a toujours été
un précaré du SDES puis de la DGSE, et qui donc du coup c'est marrant, c'est plutôt qu'aujourd'hui vous avez un truc qui est que les armées se retirant, le renseignement se retirant, vous avez potentiellement aussi plus de diplomatie, plus de liens économiques. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le renseignement n'est qu'un tout petit... Qu'une petite focale sur ce qui se passe entre les sociétés et les deux pays. Exactement. Et on voit que Macron, avec ce qui s'est passé au début, il ne voulait pas utiliser en fait, les services pour essayer de sauver des présidents africains. On a vu récemment au Bénin qu'il avait un peu rogné finalement dans sa doctrine. Et voilà, et que finalement, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une utilisation, le fait de dire on n'utilise plus le renseignement, c'est sale, c'est barbouzard. Aujourd'hui, on revient aussi un peu à ça, avec une utilisation des services qui devient un peu plus active pour défendre finalement les intérêts français. Oui, c'est ça, à mesure aussi que le monde se durcit. Oui, le monde se durcit. Nous, notre seule carte qui nous reste au-delà de l'arme nucléaire, c'est d'avoir des sphères d'influence en Afrique de l'Ouest. Donc, on va revenir. Et oui, dans les prochains mois, je pense qu'on va faire des retours au Mali, des retours au Niger. C'est des plans qui se préparent, mais en ce moment, vous changerez pas le sens de l'histoire profonde de ces sociétés. Et on a évoqué l'échec ou le demi-échec russe-ukrainien, l'échec ou le demi-échec africain. Est-ce qu'on peut considérer que sur le contre-terrorisme, en revanche, la France de Macron a plutôt bien travaillé, le renseignement sous Macron a plutôt bien travaillé? C'est plutôt une réussite. Ça, il suffit déjà de voir qu'il y a eu, il y a eu des attentats, il y a eu Paty, il y a eu pas mal de choses, mais en fait, il n'y a pas eu d'attentats, on va dire, avec une force aussi forte que ce qu'on a connu en 2015. Les Jeux Olympiques sont plutôt bien passés. Il y a eu beaucoup d'attentats déjoués, mais en fait, on était aussi dans une conjoncture et un monde qui évoluait avec Daesh qui était moins et qui reste actif, mais beaucoup moins que ce qui pouvait être, donc la menace est moindre. Ouais. Et puis en fait, vous avez ce qui se fait aujourd'hui sur le narcotrafic avec une structuration des services, un état-major, a été fait en fait en 2018 avec la DGSI qui a été mandatée pour prendre le lead dans l'antiterro, donc devant la DGSE, encore une fois dans une logique d'éviter les guerres de chapelle. Et en fait, voilà, et il y a eu tout un tuyautage, c'est-à-dire qu'avant, vous pouviez avoir un service du second cercle ou même du premier qui n'était pas forcément au courant d'une info. Et après, c'est devenu quand même beaucoup plus industriel. Ça circule. Voilà, c'était dur en fait de manquer une info et de pas en fait la rapporter. Donc ça a été quand même un effort qui a été fait. Et c'est vrai que de fait, le bilan de la lutte antiterroriste est plutôt quelque chose qui est salué et qui fonctionne aujourd'hui, avec aussi Avant, on avait un peu entre le renseignement territorial et la DGSI, on savait pas trop qui faisait quoi. Donc là, très vite, le RT, comme on dit, a été mandaté pour faire le bas du spectre, l'islamisation, la radicalisation vraiment de manière faible. RT, renseignement territorial. Le renseignement territorial et la DGSI était plutôt dans le haut du spectre. Et voilà, il y a eu et force est de constater que c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui a pas mal marché, quoi. Et juste sur le terrorisme, je voudrais aborder un autre aspect. Vous consacrez un chapitre à ça, c'est qu'il y a un sujet qui nous taraude en France, c'est la politisation du renseignement, l'utilisation du renseignement à des fins politiques. Vous évoquez la lutte contre ce qui a été appelé l'écoterrorisme. Est-ce que là-dessus, il y a eu des abus de la part des représentants politiques sous Macron? Clairement, enfin, nous, c'est ce qui nous a été remonté par des gens de terrain qui ont vraiment été mobilisés sur cette lutte contre l'écoterrorisme. En fait, donc l'écoterrorisme écologique, en fait, ce serait ça. Voilà, c'est considéré que des militants écologistes radicaux, c'est venu après Sainte-Soline, et notamment quand les soulèvements de la Terre ont été un peu plus allants, et en fait Gérald Darmanin a dit quelques mois après Sainte-Soline, on va communiquer et fonder cette notion alors qu'elle n'était pas fondée en droit, et on va considérer que ce sont des terroristes. Et en fait, il a demandé en fait au service de renseignement, donc essentiellement le renseignement territorial et la DGSI et aussi un peu la préfecture de police de Paris, finalement de documenter, ils ont fait fuiter beaucoup ce qu'on raconte dans la presse, notamment il y a eu tout un tas dès qu'il y avait une manifestation des soulèvements de la Terre ou dès qu'il y avait un barrage qui était bloqué, il y avait la veille ou l'avant-veille une note qui fuitait dans la presse pour montrer que les soulèvements de la Terre étaient très méchants, qu'il allait y avoir des dommages très importants, et en fait
moi, je trouve ça assez important. Enfin, des gens du renseignement nous ont dit on a eu un dévoiement de nos missions qu'on n'avait pas connu en fait depuis très longtemps, en nous demandant de dédier du temps à une menace qui, pour nous, n'existait pas. Et surtout, il y a eu on l'a raconté dans le livre, mais en mettant les formes, mais il y a eu un caviardage de notes et une instrumentalisation vraiment du travail des services à des fins politiciennes. Alors vous pointez assez clairement le ministère de l'Intérieur sous Gérald Darmanin, pour mettre les pieds dans le plat. C'est Gérald Darmanin tout seul, cette initiative-là, ou c'est Gérald Darmanin sous la conduite d'Emmanuel Macron, président de la République? C'est quand même une idée. L'éco-terrorisme, c'est quand même quelque chose qui vient de Gérald Darmanin. Après, c'est vrai que ça avait suscité l'opposition un peu feutrée au début d'Elisabeth Borne à Matignon, puisqu'il y avait des demandes d'écoute qui n'ont pas été toutes accordées. Mais en fait, in fine, l'Élysée était plutôt dans le camp Darmanin, et c'est plutôt Darmanin qui a gagné, avec à la fin Matignon qui retoquait assez peu de mise sur écoute. Et donc oui, on a senti que le président là-dessus laissait un peu carte blanche à Darmanin. Et en fait, la politisation du renseignement, encore une fois, c'est quand même quelque chose qui est... on parlait tout à l'heure de l'Ukraine, en fait, et de le renseignement à la base, c'est quelque chose qui doit être plutôt objectif, qui doit permettre d'éclairer le pouvoir politique. Et quand le renseignement, en fait, devient soit politisé, soit qu'on a tellement de biais, en fait, un des vieux classiques du renseignement, c'est de retenir que ce qui nous arrange. Voilà, c'est qu'on a une croyance de base et qu'on va avoir une info qu'on va lire uniquement à l'aune de ce qu'on croit. Et ça, on l'a vu depuis... Pearl Harbor était un bel exemple, mais il y en a eu avant. Et en fait, voilà, dès que le renseignement sort un peu couvert d'objectivité et d'avoir une information brute, d'investigation aussi, c'est vrai que c'est la porte ouverte à des dérives et à un dévoiement. Et là, en l'occurrence, ça a été clairement ça. Ouais. Et je me fais l'avocat du diable pour alimenter la discussion. Des militants écologistes qui veulent faire des sabotages, qui veulent attenter à des biens. Est-ce que ça fait pas partie non plus des missions du renseignement de prévenir ces menaces-là, dans la mesure où c'est des délits graves, voire ça peut être dans certains cas des crimes? Ils l'ont fait toujours. Enfin, l'une des missions premières du renseignement territorial était, pour le coup, de pourchasser des terroristes. Ça pouvait être le TA, ça pouvait être en Corse, des gens dont on savait qu'ils pouvaient mener des actions, des assassinats. Sur l'éco-terrorisme, si vous voulez, on n'a pas eu il n'y a pas eu d'attentat, en fait. Et même des gens qui étaient aux manettes à ce moment-là, l'ont dit à l'Élysée et à Beauvau et à Gérald Darmanin, on est en train de vouloir faire d'une menace quelque chose qui n'est pas encore sur le sol français. Et donc voilà, après le suivi de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite, des mouvements radicaux, et bien sûr. Sauf que là, en fait, on a enjoint, et notamment en fait, vous avez à Beauvau la DLPAJ qui en fait est chargée de dissoudre notamment les associations. Et généralement, elle se sert des rapports des services de renseignement pour étayer ses demandes de dissolution. Oui. Et là, en fait, on avait eu une sorte de retournement un peu de la logique, qui était que la DLPAJ demandait clairement au service, en l'occurrence au renseignement territorial, de lui fournir des dossiers clés en main lui permettant de dissoudre. Donc on est vraiment sur du dévoiement de la mission du renseignement, puisqu'on ne renseigne plus, mais on travaille sur une commande politique, c'est ça? Exactement. Ce qui, pour le coup, là, est la définition parfaite de la politisation. Ce qui est différent les gens se trompent souvent, c'est la politisation du renseignement, c'est exactement ce que tu dis, c'est un truc d'en haut où tu demandes, tu as déjà ta conclusion et tu demandes des éléments qui vont dans ce sens. Ce qui est tout à fait différent, d'une utilisation politique du renseignement, qui peut être ce qu'on a pu voir dans la crise franco-algérienne, ou ce qu'on a pu voir justement, ce que les États-Unis ont pu faire sur l'Ukraine. C'est-à-dire, vous déclassifiez ou vous faites fuiter des éléments de renseignement bétonnés pour appuyer votre politique. Mais la logique est tout à fait inverse entre une utilisation politique d'éléments collectés de renseignement et le fait d'avoir la réponse avant et d'aller chercher après. Quand vous jouez avec le mot terroriste, vous savez ce que vous faites. C'est une classification politique ou de modus operandi. Mais clairement, vous, à ce moment-là, notamment à la période dont on parle sur les soulèvements de la Terre, vous n'êtes pas
vous n'êtes pas du tout dans du terrorisme. Donc le fait de le qualifier comme ça politiquement, vous savez en plus ce que ça va agiter comme levier dans l'opinion, dans la tête des gens. D'ailleurs, vous le rappelez, Nicolas Lerner, patron de la DGSI, qui un jour, je crois que c'est dans Le Monde, interrogé sur ce vocable, ne le reprend pas. Exactement. Et un peu pour conclure, on fait le bilan là, 8 ans de présidence Macron. Est-ce que la France, en termes de renseignement, a tenu son rang ? Est-ce qu'on est une grande puissance de renseignement ? C'est quoi votre regard ? C'est toujours compliqué de parler en général. Il y a tellement de pratiques et d'éléments différents sur la contre-prolifération nucléaire. On reste dans les très bons, dans l'antiterrorisme intérieur et contre-terrorisme à l'extérieur. Ça bosse. Est-ce qu'on a été là tout le temps ? Non. On le voit sur justement comme tu disais, les biais qu'on a pu avoir sur la menace russe pendant très longtemps. Collectivement. Donc voilà, tout ça est par définition teinté et autres. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas, les investissements dans le renseignement ont jamais été... Enfin, si, ont été dans le passé, mais ça fait des décennies qu'ils n'avaient pas été à ce niveau-là, on va dire plus exactement. On voit que la matière réintéresse, on voit que même des hebdomadaires en font des verticales. D'excellents hebdomadaires. Non, mais on voit bien que voilà, ça parle aujourd'hui. Les livres comme le nôtre marchent bien, on sent qu'il y a une appétence. Ça veut aussi dire que, en tout cas, un service de renseignement peut pas prospérer s'il est pas... C'est un peu comme le lien armée-nation, comme on dit. S'il n'est pas accompagné par une volonté politique et en démocratie d'une appétence et d'une compréhension de l'opinion. On voit qu'on part de loin, ça c'est vrai. C'est très vrai. Et qu'aujourd'hui, non, c'est une matière qui intéresse les gens, voilà, des trentenaires, des plus jeunes. Quand vous voyez la tête de certains à la direction technique de la DGSE, vous êtes quand même dans du steampunk presque. Donc c'est quand même aussi tout l'environnement qui change aussi et qui est mobilisé. Donc vous êtes quand même sur un pays et des services qui sont mobilisés et une société qui commence à comprendre le besoin qui il a accompagné un peu en fait le changement d'image des services, mais en fait il y a une part où il n'y est pas pour grand chose, c'est-à-dire que attentat de 2015, en fait le grand public prend en pleine face le fait qu'on a besoin de services pour protéger les Français. Il y a le bureau des légendes aussi qui redore et qui permet de recruter beaucoup. Évidemment. Et puis en fait, Macron, il arrive à un moment géopolitique. Il a connu probablement bien plus que François Hollande, qui avait connu le Mali, une Russie qui montait, ou même Nicolas Sarkozy, qui a connu ça. Et donc, c'était quand même le sens de l'histoire d'accompagner ça. Après, je trouve que là où lui, il a fait des choix que d'autres auraient pu ne pas faire, ça a été effectivement de continuer d'augmenter très fortement les budgets. Je crois qu'il va finir le quinquennat, il y aura 1 milliard d'euros en budget pour les services en plus que quand il a pris le pouvoir. Il y aura, après 2030, les 2 sièges flambant neufs de la DGSI et de la DGSE qui vont changer. Voilà, une communauté du renseignement qui a plus de 20 000. Et c'est vrai, comme disait Pierre, aujourd'hui, on parle du renseignement, on n'est plus dans l'image Barbouzard. Moi, ça me faisait rire. Je lisais il y a quelques jours, en fait, la gauche est dans le programme commun proposé de supprimer le SDEC. Ah oui, bien sûr. Et donc voilà, et quand on voit aujourd'hui où on en est... hallucinant. Donc c'est dire la France n'aura plus de service secret. Ouais, donc voilà, aujourd'hui, ça paraît impensable, un candidat, même fût-il insoumis ou autre, qui dirait on va supprimer les services secrets. Je pense que personne n'accepterait ça. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre absolument passionnant et fourmillant d'informations, comme on a pu le constater. Les espions du président, c'est chez Albin Michel. Je ne peux que conseiller à ceux qui écoutent le podcast, qui ne l'ont pas encore fait, d'aller courir l'acheter. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nid d'Espion, le podcast de l'Express consacré au renseignement. L'interview a été réalisée par Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction, spécialiste des questions d'espionnage. Jules Cros était à la réalisation. Ce podcast est à retrouver chaque mercredi sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast ou Castbox, mais aussi sur la chaîne YouTube de l'Express et sur notre site internet. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. Et pour ne rien rater, pensez, chers auditeurs, à vous abonner. À bientôt.